pardon, dans le projet compile. Donc, normalement, je vous ai envoyé l'énoncé. Vous avez tous l'énoncé Heda. Oui, madame. Parfait. Donc, ce que vous allez réaliser, j'insiste sur le point, ça va être un mini compilateur d'un mini langage qu'on vous a proposé, d'accord? Donc l'idée, c'est de réaliser un mini compilateur qui assure la compilation lexicale, la compilation syntaxique, la compilation sémantique. Puis par la suite, vous allez générer une table de symboles et à la fin, vous devez générer des quadruplés, le code intermédiaire. Donc, vous n'allez pas y aller jusqu'à la partie exécutable. Donc, le source que vous allez analyser, il va être écrit en utilisant le langage mini-langue. D'accord? Vous n'allez pas utiliser ni le langage C, ni le langage Java, ni le langage Python, ni n'importe quel autre langage. Vous devez respecter la syntaxe des instructions donnée par l'énoncé. Donc, on va passer le code source par le compilateur que vous allez implémenter. Puis par la suite, c'est le compilateur qui va nous permettre de détecter l'ensemble des erreurs lexicales, syntaxiques, sémantiques, générer l'ATS et les quadruplés du programme introduit, le source introduit. Donc, le source, ça va être pgm.txt, le fichier qui va contenir le programme à compiler. Je parle ni du flex, ni du bison, parce que vers la fin, on va utiliser l'exécutable. Tu as les deux outils générés par flex et bison. D'accord? Alors, pour la génération de l'ATS, là, on va présenter en TP, on va utiliser des structures statiques telles que les tableaux, mais généralement, les étudiants qui veulent utiliser les listes ou bien les piles pour gérer l'ATS, il va y avoir un bonus par rapport à ça. En TP, on va vous réaliser la table, on va implémenter la table de symboles par des structures statiques simples comme les tableaux, mais vous pouvez utiliser par la suite des structures dynamiques. On vous donne le choix et on vous donne le choix de le faire. Alors, on va commencer par la structure générale du langage proposé. Donc, le langage qu'on vous a proposé, c'est un langage qui est composé de 3 divisions. Donc, c'est un programme qui commence par Identification Division, point. Il se termine par l'instruction Stop Run. Alors, les 3 divisions sont la division qui va vous permettre d'identifier le nom du fichier, le nom du programme. La deuxième division, ça va vous permettre d'assurer la déclaration des variables. Et la troisième division, c'est la division qui va contenir l'ensemble des instructions de votre programme. D'accord? Donc, le langage mini-langue est structuré comme suit. Donc, il contient 3 divisions. Chaque division, elle sert à fournir un certain ensemble d'informations. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, donc la première division, ça va vous permettre de préciser le nom du programme qu'on va compiler. La deuxième division, ça va vous permettre d'assurer la déclaration des variables. La troisième division, ça va vous permettre de rajouter l'ensemble des instructions. Et la dernière, et chaque programme doit se terminer par l'instruction Stop Run. Alors, si par exemple, je donne un programme qui est vide, qui ne contient aucune instruction, ni déclaration, ni instruction d'opération à exécuter, donc on va avoir la structure suivante. Identification Division, point. Programme ID, il vous donne le nom de le programme. Data Division qui doit commencer par le mot-clé Working Storage Section, point. Procédure, normalement avec un E. Procédure division, stop run. Donc, c'est un programme qui ne contient aucune instruction. Il faut comprendre que le nom programme, c'est un identificateur.
Et du coup, le nom, il doit être écrit sous la forme précisée ici. Donc, l'identificateur, c'est une suite alphanumérique qui commence par une lettre majuscule. Du coup, je peux utiliser nom programme. Mais, bon, suivi d'un certain ensemble de chiffres et de lettres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas avoir des caractères spéciaux au niveau de mes IDF. Je ne peux pas avoir un IDF sous forme nom-8 programme. Je peux pas avoir un IDF sous la forme A-8-1. D'accord? Donc, il n'accepte pas, l'IDF n'accepte pas les caractères spéciaux. C'est bon? Clair? Oui. D'accord? Et un IDF ne doit pas contenir plus de 8 caractères. Donc, si par exemple, je prends l'IDF non-programme, est-ce que c'est un IDF accepté par le langage? Donc, il n'est pas accepté par le langage. Pourquoi? Parce que عندي le tiret 8 لهنايا. Si je vais enlever le tiret 8, donc, je vais compter le nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, لهنايا, c'est une erreur lexicale. Alors, j'ai une erreur lexicale parce que j'ai un IDF qui se dépasse 8 caractères. Je dois m'arrêter là. Donc, il va me déclarer, il va prendre Heda comme étant un IDF et AMME, il va la considérer comme étant une entité lexicale non reconnue parce que le langage terrible indique une entité qui commence par un minuscule. Donc, normalement, AMME, ça va être déclaré comme étant une erreur lexicale, entité lexicale non reconnue. Parce que je n'ai pas dans mon langage une entité lexicale qui commence par un minuscule. Donc, au niveau lexical, l'entité lexicale IDF, vous devez vérifier qu'il s'agit bien d'une suite de caractères alphanumériques qui commence par une lettre majuscule. La première lettre, ça va être un majuscule, suivi par une suite de chiffres et de lettres minuscules. Donc, je peux avoir des chiffres, je peux avoir des lettres ou bien majuscules ou bien des lettres minuscules. Donc, je ne peux même pas avoir des lettres majuscules par la suite et je ne dois pas dépasser 8 caractères. Si je prends par exemple l'identificateur non-programme tel qu'il est présenté ici, en principe, après le 8e caractère, je vais avoir une entité lexicale non reconnue au niveau lexical. L'entité lexicale AMME, parce qu'il s'agit d'une entité qui commence par un minuscule et au niveau de mon langage, normalement, je n'ai pas défini une expression régulière qui correspond à une suite alphanumérique qui commence par une lettre minuscule. C'est bon jusqu'au-là? Oui. OK. Maintenant, donc, la structure générale d'un programme écrit en langage mini-long est la suivante. Donc, je dois rajouter le mot-clé Identification Division qui classe point. Programme ID, le nom de le programme d'IRI. Data Division comme mot-clé. Working Storage Section qui se termine par un point. Ben, je commence la partie déclaration des variables, procédure de division et je commence la partie déclaration des instructions. Et chaque programme doit se terminer par stop run. Quand j'ai fait les sauts de ligne, ça ne veut pas dire que je dois avoir data division ou saut de ligne working storage section. Non, je peux le mettre sur la même ligne en mettant juste les espaces. D'accord? Donc, c'est correct. Donc, ce que je veux dire ici, ça veut dire qu'après data division, syntaxiquement, je dois avoir working storage section. Je ne peux pas avoir autre chose. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, je peux les mettre sur une seule ligne. Donc, au niveau syntaxique par la suite, on doit vérifier. Est-ce qu'après data division, on dit le mot-clé? Je dois l'avoir forcément. Si je ne rajoute pas la phrase, ça veut dire qu'il y a une erreur syntaxique. Mais au niveau lexical, c'est correct. Claire? Oui. Madame, dans la partie lexicale,
ما دخلناش اذا مون الداتا ديفيجن تجي وركينغ ما ستوريج سيكشن يهمنيش فوالا ما يهمناش جوستومون وي صادير ميم لو كان نحطها هكذايا au niveau lexical لو كان نحطها هكذايا سي كوريكت وي لو كان نحطها هكذا سي اوسي كوريكت يهمنيش l'ordre تاع les mots dans une instruction n'a pas d'importance au niveau lexical. Je dois وي reconnaître juste les entités lexicales. هنا راني نعطيكم برك la forme générale تاع le programme. Si le programme ديالي ne contient aucune instruction, ni déclaration, ni opération, donc il va être écrit sous cette forme-là. D'une manière générale, après Working Storage Section, vous allez avoir une partie déclaration de variables. On va voir comment peut-on déclarer les variables. Et après Procedure Division, je dois avoir une partie déclaration des instructions et on va voir comment peut-on écrire ces instructions-là. Mais à aucun moment, le sens d'apparition des mots, c'est-à-dire l'ordre des mots-clés utilisés ici dans la partie lexicale n'a pas d'importance. Il suffit juste, au niveau lexical, on doit le vérifier. Au niveau syntaxique, on doit le vérifier. Au niveau lexical, on ne doit pas le vérifier. C'est bon? Madame, Oui, allez-y. le mot working storage, c'est un même mot. Séparé par un tiret 6. Working-6 storage, on va espace section. Point. C'est un mot-clé. C'est un mot-clé, oui. C'est un mot-clé. C'est un mot-clé. نقدر نقول working storage c'est un mot-clé ou section c'est un mot-clé. Au niveau syntaxique, je dois assurer que après le mot-clé, je vais avoir le mot-clé section. Section. D'accord? Comme je peux le définir comme étant un seul mot-clé. Working storage espace section point. Je peux le considérer comme étant un seul mot-clé. Oui, c'est mieux. Oui, au niveau syntaxique, oui, c'est mieux. Alors maintenant, il y a la possibilité de déclarer des commentaires. Donc un commentaire dans ce langage-là, il doit commencer par un dièse, il doit se terminer par un point d'exclamation. L'endroit où le commentaire, il peut être après chaque section, après chaque mot-clé, il peut être entre les différentes sections, il peut être au niveau de la partie déclaration des variables, on peut l'avoir au niveau de la partie déclaration d'instruction et on peut l'avoir à la fin du programme. Donc on peut avoir le commentaire à n'importe quel endroit. D'accord? Madame, Oui. les mots اللي كتبتهم كامل c'est des mots-clés. كامل اللي راني كاتبتهم سي دي موكلي ابار كومنت ابار Oui. ابار Oui, مون oui, بروغرام oui, oui, لو ريست كاع سي دي موكلي وي oui. وي الباقي كامل سي دي موكلي لو ريست كاع سي دي موكلي برك هنايا بروسيدور يا با لاكسون هنايا لو كومونتير on peut l'écrire à n'importe quel endroit. Comme on va l'ignorer par la partie au niveau de la partie lexicale, je dois juste reconnaître le commentaire. Parce que le dièse comment, je vais le reconnaître comme étant un commentaire. Par exemple, le dièse, je vais avoir une entité lexicale non reconnue qui est le comment. Parce que je n'ai pas une entité lexicale qui commence par un minuscule. Maintenant, l'endroit d'apparition de le commentaire, mais si forcément il a pris une instruction, il peut être placé à n'importe quel endroit dans mon programme. Et de toutes les manières, je vais l'ignorer au niveau de la partie lexicale. Au niveau de la partie lexicale, je dois le reconnaître comme entité lexicale. C'est tout. Je dois avoir une expression régulière au niveau de la partie lexicale qui commence par un dièse. Je vais avoir dedans n'importe quel caractère, donc y compris des lettres alphabétiques majuscules, des lettres alphabétiques minuscules, n'importe quel symbole, mais je dois le terminer par un point d'exclamation. Et je peux le placer à n'importe quel endroit. Au niveau de mon programme, l'essentiel, après la phase lexicale, s'arrête le rôle du commentaire. Je dois juste le reconnaître, c'est tout. D'accord ?
C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Maintenant, on va commencer la partie déclaration. Comment peut-on déclarer les variables? La déclaration des variables, elle va avoir la syntaxe suivante. Donc, liste des variables. Donc, je peux avoir une ou plusieurs variables suivies par le type. Chaque instruction de notre programme se termine par un point. Donc, on dit la liste des variables, le type, point. La liste des variables. Donc, je peux déclarer une seule variable. Dans ce cas-là, j'ai déclaré une variable qui s'appelle ACAD. Donc, la variable, elle est définie par quoi? Une variable, c'est quoi? C'est quelle entité lexicale? C'est l'entité lexicale IDF. Donc, je dois respecter dans la variable, dans le nom de la variable, les restrictions définies par l'IDF. Donc, ça doit être une suite alphanumérique qui commence par une lettre majuscule, suivie par des chiffres ou bien des lettres minuscules, et ça ne doit pas dépasser 8 caractères. Clair? Donc, une variable, ça doit être un IDF. Mais une entité lexicale qui s'appelle variable. L'IDF, il peut me permettre de représenter les noms à les variables, le nom à le programme et les noms des constantes. D'accord? Oui. OK. Puis par la suite, le type, il peut être soit integer, soit float, soit float, voilà, soit string, soit caractère. Et on va revoir les différents types possibles. Donc, si je déclare une seule variable, ça va être le nom de la variable, suivi par le type, suivi par un point. Donc là, j'ai déclaré une variable entière qui s'appelle ACAD. Dans le deuxième cas, j'ai déclaré une variable réelle qui s'appelle ACAD. Donc, c'est l'IDF ACAD suivi par le type float et ça doit se terminer par un point. Donc, si je déclare deux variables sur la même ligne, je dois séparer les noms des variables par une barre. Donc, j'ai déclaré ici une variable qui s'appelle ACAD, suivie par une variable et une autre variable qui s'appelle L3. Et les deux variables vont avoir le type entier et l'instruction doit se terminer par un point. Le troisième type des variables, c'est les variables complexes. Donc, qui représentent les tableaux. Donc, ici, j'ai déclaré un tableau, liste étudiant. Donc, pareil, l'identificateur, c'est un IDF, donc je dois respecter l'IDF, la définition d'un IDF. Donc, j'ai déclaré une variable qui s'appelle liste. Cette variable-là est de type tableau. Donc, comment peut-on déclarer un tableau en utilisant cette syntaxe-là? Donc, le nom du tableau, le mot-clé line, 1, c'est l'indice de début, size, le tableau contient 55 cases et le type c'est entier. Et ça doit se terminer par un point. D'accord? Madame, 56. 56 représente la taille du tableau. Normalement, c'est exprimé là. 56, ça va vous permettre de représenter la taille du tableau. Et line, ça va vous permettre de représenter la borne inférieure. Donc, je peux déclarer un tableau qui, ça va nous servir à parcourir notre tableau. Donc, je peux déclarer un tableau de 1, de 5 à 20. Pour préciser le nombre, ça va me permettre de préciser le nombre de cases. Donc, un rôle 1, 55, la taille, ça va être 55. Et l'indice minimal pour pouvoir accéder à ce tableau, c'est 1. Donc, un rôle, nom de tableau, line 2, ça veut dire l'indice pour parcourir le tableau, je dois commencer par 2. La première case, ça va être l'indice de c'est 2. Et size, c'est la taille du tableau. Donc, je dois avoir, par exemple, 5 cases, size égale 5. Donc, je dois avoir
5, c'est la taille. Du coup, je dois avoir 5 cases à partir de l'indice 2. Ou bien je dois avoir 5 cases à partir de l'indice 3, et ainsi de suite. Clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Aussi, au niveau de la déclaration, on peut avoir d'autres déclarations. C'est-à-dire, je peux avoir plusieurs déclarations sur la même ligne, dans le même type. Donc, ACAD, la variable ACAD, la variable liste, et ils ont le type entier. Les deux, ils ont, parce que c'est séparé par une barre. Donc, j'ai déclaré deux variables. La première s'appelle ACAD et la deuxième s'appelle liste. Et les deux variables ont le même type qui est entier. Il s'agit d'une instruction, elle doit se terminer par un point. Donc, dans le cas, on ne peut pas, le langage ne prend pas en charge la déclaration des matrices. On peut déclarer que des tableaux. Et pour faciliter la tâche, on va supposer que la ligne, ça peut être un chiffre. Parce que c'est pour avoir la valeur, l'erreur sémantique. Si par exemple, on les listes, ligne, on a 20 ou 55, la taille 55. Donc, quand je parcours le tableau au niveau des instructions, je dois avoir des indices à partir de 20. Maintenant, les indices qui sont inférieurs à 20 n'ont pas de sens. Parce que je commence par exemple, je commence ici par l'indice 3 ou نحبس في le 20, par exemple. Donc, je vais avoir 20 cases à partir de 3. Ça veut dire qu'au niveau, quand je parcours le tableau تاعي, donc ما عنديش le droit نقول له liste, ما عنديش le droit نقول له liste de 21, au-delà de 24, par exemple. Parce que n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc, il faut faire attention. Au niveau sémantique, on va revoir ça. C'est bon? Oui. Ok. Alors, les différents types que vous pouvez déclarer, le type entier représenté par le mot-clé integer, caractère représenté par le mot-clé char, le chaîne de caractères représenté par le mot-clé string et réel représenté par le mot-clé float. Donc, pour les entiers, c'est une suite de chiffres. Elle peut être signée ou bien non signée. Et la valeur d'un entier est comprise entre moins 32 768 et plus 32 767. Ça veut dire, au-delà de ces valeurs-là, on va avoir une erreur lexicale. Donc, quand je déclare une constante au niveau de mon programme, si je vais avoir ça au niveau de mon programme, par exemple, cette valeur, c'est une erreur lexicale parce que le chiffre n'est pas reconnu par le langage. Les seules valeurs reconnues par le langage, les seules suites reconnues par le langage, c'est les entiers comprises entre la valeur minimale moins 32 768 et plus 32 768. C'est bon? Oui. Ok. Alors, si on va utiliser des constantes entières, des constantes signées, on doit la mettre entre parenthèses. Donc, le signe du chiffre, de l'entier, doit être inclus à l'intérieur des deux parenthèses. Donc, je peux avoir moins 6 entre parenthèses, plus 6 entre parenthèses, comme je peux avoir le 6. Pareil pour les réels. Les réels, c'est une suite de chiffres contenant le point décimal. Du coup, je peux déclarer un chiffre réel de type moins 6,5 entre parenthèses, plus 6,2.2 entre parenthèses, ou bien 6,8 sans les parenthèses.
comment peut-on déclarer les constantes? Donc, on peut avoir deux types de constantes. Soit je déclare juste le nom de la constante, const A. Et je dois avoir un type pour la constante, const A, float. Donc, je déclare une variable qui s'appelle A, une constante qui s'appelle A, de type float. Et mais je ne l'ai pas initialisé, faire le cas. Si je vais initialiser la constante, je vais utiliser le mot-clé const, suivi par le nom de la constante, égale la valeur. Là, il y a la valeur, elle ne peut pas changer s'il s'agit d'une constante initialisée. Si elle est initialisée, ça veut dire que la valeur de la constante ne doit pas changer de valeur tout le long de mon programme. Si je vais déclarer une variable qui s'appelle CAD égale A, ça veut dire à la fin, tu as le programme terri. Si je vais changer la valeur de la variable ACAD, il y a une erreur. Tu ne peux pas la changer parce qu'une erreur sémantique. On n'a pas la possibilité de changer la valeur d'une constante. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord? Donc, la constante réelle, elle est définie comme étant integer. Donc, elle doit respecter les contraintes posées par le type integer, la constante entière. Pareil, la constante réelle, elle doit respecter les contraintes posées par la définition du type float. La constante caractère, donc si je déclare une constante caractère, ça veut dire qu'elle peut avoir une valeur, un caractère mis entre deux apostrophes. Le caractère, il peut être un caractère alphabétique comme il peut être un symbole. La chaîne de caractères, elle doit être mise entre cotes. D'accord? C'est bon? Et du coup, à ce niveau-là, vous devez avoir, en quelque sorte, vous devez définir dans votre partie lexicale 4 types de constantes. La constante entière, et vous devez prendre en considération qu'il s'agit d'une valeur qui peut être signée ou bien non signée. Donc, dans le cas où elle est signée, le signe doit être mis entre parenthèses. Pareil pour la constante réelle. La constante caractère, dans l'expression régulière, il faut dire que ça commence par apostrophe, suivi par un caractère, un seul caractère qui peut être soit caractère numérique, soit caractère alphabétique, soit un symbole, et qui se termine par l'apostrophe. La constante chaîne de caractères, il faut la déterminer comme étant une suite de caractères qui peuvent être minuscules, majuscules, alphabétiques, minuscules, majuscules, chiffres ou bien des symboles qui sont mises entre cotes au niveau de l'expression régulière. Donc, jusqu'au là, vous avez un certain ensemble de mots-clés à définir. Vous avez, au niveau lexical, vous avez 3 types de constantes à définir. Vous avez l'entité lexicale IDF à définir. Et puis, par la suite, l'entité lexicale qui s'appelle commentaire. Et vous devez prendre en charge comme les séparateurs existants dans ces définitions-là. Donc, jusqu'au là, c'est la dièse, point d'exclamation, le point qui présente la fin d'une instruction, les parenthèses, le signe plus, le signe moins. C'est tout, normalement. C'est clair jusqu'au là? C'est bon? Oui. OK. Maintenant, pour les expressions, pour les opérateurs arithmétiques, vous avez les opérateurs que vous avez l'habitude d'utiliser, plus, moins, point d'interrogation, donc l'étoile, et le slash pour exprimer la division. Les opérateurs logiques qui peuvent être soit le AND, ou bien le OR, ou bien le NOT. Et les opérateurs de comparaison, vous n'allez pas, donc si je trouve dans le programme source un supérieur, c'est un caractère non reconnu. Donc, kiff, AND, OR, NOT, c'est des mots-clés. G, L, G, E, L, E, E, Q et D, I, c'est des mots-clés. Donc, il faut faire attention. L'expression doit se terminer par un point et le mot-clé G, L, G, E, etc., ils doivent se terminer par un point. D'accord?
Ou bien vous déterminez l'opérateur comme point G point, L, point L point, point GE point et ainsi de suite. Pour éviter cette vérification au niveau syntaxique. Donc, le mot-clé pour les caractères de comparaison, ça va être point G point, point L point, point GE point et ainsi de suite. Et ça veut dire quoi qu'on a défini les opérateurs de comparaison? Ça veut dire, à partir du moment qu'on a redéfini ces opérateurs de comparaison, on n'a plus le droit d'utiliser dans le code source le signe supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, égal et différent. D'accord? Ils vont être représentés par les caractères G, L, GE, LE, OQ et DI. C'est bon? Madame, même la deuxième expression, elle doit être finie suivie par un point. La première. Pour faciliter la tâche, on va définir les opérateurs comme étant point G point, point L point, point GE point, et ainsi de suite. L'expression qui doit se terminer par un point. Donc, au niveau syntaxique, on a de la vérification parce que vérifier au niveau lexical. Au niveau lexical, au début, je compte trop les G majuscule, c'est le mot-clé qui représente supérieur. Donc, à tous les points G point, c'est le supérieur. D'accord? Oui, d'accord. Pour simplifier un petit peu. ولازم تكون بهاد لافورم مدام. كيفاش بهاد لافورم؟ تسمى اوبليجي نكتبو بوان جي بوان تسمى ماشي واحدة أخرى. Bien sûr, si je prends un exemple. D'accord. Donc, normalement, c'est au niveau de l'instruction if. Bon, généralement, les conditions, if. Donc, un exemple, ça va être ça. If condition, donc, l'expression, ça peut être une addition, ça peut être un IDF, ça peut être une constante, ça peut être n'importe quelle variable, n'importe quelle expression. Donc, on va supposer que c'est un IDF. Donc, IDF, point. Donc, ça c'est un if. C'est un type, d'expression de comparaison. Je peux avoir ça. Donc, on vient de dire que parmi les opérateurs, donc je peux avoir ça. Or. On a G, c'est supérieur, inférieur c'est L. Le haut. Donc L. Voilà. Donc on peut avoir ça. Ça c'est un exemple d'une instruction if. Donc je peux avoir une seule condition. Parce que j'ai oublié la parenthèse, je peux avoir ça. Comme je peux avoir. Parce que c'est une expression. Donc, elle dit que la valeur de l'expression, n'importe quelle expression. Donc, juste une comparaison simple. Donc, je peux avoir, par exemple, XE. Donc, GXE. Donc, IDF, opérateur de comparaison IDF. Comme je peux avoir IDF, opérateur de comparaison constante. Comme je peux avoir supérieur, LE, or, A4 plus 15.
Donc, je peux avoir une opération de ce type-là. Je vais enlever le else. D'accord? Donc, ça peut être n'importe quelle expression. Donc, l'expression de IDF, opérateur de comparaison constante, IDF, opérateur de comparaison IDF, IDF, opérateur de comparaison, une expression, donc qui peut être à 4 plus 15 ou la moins ou n'importe quelle expression arithmétique, ou bien expression arithmétique, opérateur de comparaison, expression arithmétique. D'accord? C'est bon? Allô? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Ok. Parce que madame, au niveau lexical, vous n'avez pas à définir les expressions. Au niveau syntaxique, vous allez définir les expressions. Donc, les expressions, soit IDF, opérateur arithmétique IDF, soit constante, opérateur arithmétique constante, soit vous développez donc les parenthèses une expression. Donc, tous les là. Donc, là, c'est pour ça qu'on avait dit expression, opérateur expression. Donc, au niveau des expressions, vous avez la possibilité d'utiliser les ou, les and, les not et ainsi de suite. Ok. Les opérateurs d'entrée-sortie, vous avez l'opérateur, le read, il va être représenté par l'instruction accept. Donc, au niveau du accept, vous avez le signe de formatage, $IDF. Donc là, on a le signe de formatage, je dirais qu'en dollars, s'il s'agit d'une valeur entière, je pense. Je ne me rappelle plus, j'en ai pas fait. Je pense entière, dollar, c'est entier. C'est un entier. Et voilà. Donc le signe de formatage, dollar, c'est pour dire qu'il s'agit d'un IDF entier. Voilà. S'il s'agit d'un IDF entier, % pour dire qu'il s'agit d'un IDF de type float, je vais lire une variable réelle. $, je vais lire une variable entière. Dièse pour dire qu'il s'agit d'une variable de type caractère. Et end pour dire qu'il s'agit, la chaîne de caractère dièse, et end c'est pour dire qu'il s'agit d'un caractère. Et la même chose, c'est vous avez les signes de formatage sont représentés par les codes. Donc ici, au niveau de la lecture, vous pouvez ne pas afficher un message. Donc, il va y avoir juste le signe de formatage entre cotes, le nom de la variable à afficher. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas avoir un message à afficher. Je ne peux pas avoir une variable de type accept la valeur à lire, donnez-moi la valeur, on va mettre le signe de formatage et ainsi de suite. Donc, j'accepte juste dans le accept, entre cotes, le signe de formatage. Donc, soit je vais avoir entre cotes $, soit je vais avoir entre cotes %, soit je vais avoir entre cotes dièse, ou bien entre cotes end, selon le type de la variable que je vais lire. Et la lecture, l'entrée, elle est assurée par le mot-clé accept écrit en majuscule. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ok. Pour l'affichage, il va se faire en utilisant l'instruction display. Donc, le mot-clé, ça va être un mot-clé qui remplace écrire. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir un message à afficher. Donc, vous pouvez avoir le signe de formatage seul, comme vous pouvez avoir un signe de un message plus le signe de formatage. Comme je peux avoir un message sans signe de formatage. Par exemple, je veux afficher juste ça. Je n'ai pas de variable à afficher. Donc, je peux avoir ça en fait. Display, ça me permet d'afficher un IDF. Mais je peux avoir de la structure si je veux afficher un message. Chez un IDF ou là une constante. Mais chez la valeur d'un IDF ou bien la valeur d'une constante. Je peux avoir ça.
D'accord? Donc, le display. Si je vais afficher un IDF, je peux avoir, l'écriture, elle peut se faire de cette manière-là, comme il y a la possibilité de la faire de cette manière-là. Donc, d'accord? Display, c'est donc un message à afficher suivi par le signe de formatage entre cotes, puis par la suite, le nom de la variable à afficher. Comme je peux afficher un message sans variable, ça veut dire display une chaîne de caractères, ou bien je vais afficher une variable, mais sans juste la valeur de la variable, sans le message, et du coup, je mets le signe de formatage suivi par le nom de l'IDF. Donc, هذوما les cas possibles pour l'instruction display. Clair? Au niveau lexical, vous n'allez pas vérifier ça. Au niveau lexical, je dois reconnaître le mot-clé display, je dois reconnaître la parenthèse à part, je dois reconnaître les cotes à part, je dois reconnaître le point à part, et puis par la suite, les signes de formatage à part, la parenthèse fermante. Au niveau lexical, mais le message, comment il est affiché. Au niveau syntaxique, oui. Au niveau syntaxique, je peux avoir après display et la parenthèse, les cotes. Je peux avoir une chaîne de caractères plus le signe de formatage, comme je peux avoir le signe de formatage directement, comme je peux avoir la chaîne de caractères seule. Donc, au niveau syntaxique, vous devez vérifier ça. Mais au niveau lexical, il n'y a rien à vérifier, à part la reconnaissance du mot-clé display et l'ensemble des séparateurs qui vont vous permettre d'écrire l'instruction. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, madame. L'instruction suivante, ça va être le if. Donc, if condition. Donc, la condition vous devez utiliser pour la condition les opérateurs. Les opérateurs logiques et de comparaison. Je peux utiliser le AND, le OR et le NOT, comme je peux utiliser des comparaisons. Donc, if condition, else, les instructions. Je vais exécuter ici des instructions. Pareil, donc l'instruction telle qu'elle est écrite, ça va vous permettre de représenter le if condition, else et le AND. Mais je peux avoir ça en fait. Ça veut dire un if sans else. D'accord? On peut avoir ça. Ça doit terminer par un if. Êtes-vous d'accord? Donc, je peux avoir if condition else, une ou plusieurs instructions end, comme je peux avoir le if sans end. L'instruction, elle peut être un if. L'instruction peut être un if, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir ça en fait. L'une des instructions, c'est un if. On appelle les if imbriqués. Parce que c'est une instruction. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Parce que c'est une instruction. Au niveau de l'instruction, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir le if, je peux avoir le display, je peux avoir l'accept et je peux avoir le compute de n'importe quelle instruction arithmétique. D'accord?
Et le dernier cas, et ça peut être aussi une boucle. Donc, les boucles sont exprimées via le mot-clé move to. Donc, move to, move IDF to IDF. Je dois répéter un ou plusieurs instructions. Les instructions, ils peuvent être display, accept, compute pour exprimer les opérations arithmétiques et ou la if, ou bien une boucle à l'intérieur d'une boucle. Donc, je peux avoir l'hnaya IDF to IDF, comme je peux avoir IDF to constante. Ça veut dire quoi? Je peux avoir move I to 125, ou bien move I to N. Les deux instructions sont acceptées. À l'intérieur de l'instruction, je peux avoir n'importe quelle instruction parmi les instructions définies. Nous avons défini l'instruction accept, l'instruction display, l'instruction if, l'instruction move. L'instruction, elle peut être n'importe quelle instruction parmi les instructions supportées par le langage. Pour les gens qui vont... Donc, il y a move I to expression pour les gens qui veulent enrichir plus le langage. Donc, on peut avoir ça aussi. Ça sera un plus pour les gens qui veulent enrichir le langage. Sinon IDF to IDF ou la IDF to constante, c'est largement suffisant. Qui نقول لهنايا هذا l'exemple, ça veut dire que الحق لهنا نقول له plus a fois moins 5 plus 6, par exemple, plus a. Par exemple. D'accord? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Ok. Il y a un cas dont je n'ai pas parlé, c'est l'instruction compute IDF égale expression. Enlevez-moi le mot-clé compute. On ne va pas l'utiliser. Donc, les expressions arithmétiques ils vont être écrites sous cette forme-là. Donc, A égale l'expression arithmétique, enlevez-moi le compute. N'utilisez pas le mot-clé. Je vais l'enlever et je vais vous envoyer le... Sinon, je vais le mettre là. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de le barrer. Pour simplifier, parce que sinon, quand on le garde, ça veut dire qu'il y a if, نقول له to compute 125 plus a divisé, multiplié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, on va pas utiliser le mot-clé compute tout le long du projet. Une expression, une instruction d'affectation, elle va se faire de cette manière-là. Égale et on donne l'expression. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, c'est bon. Donc, le travail à faire, ça va être quoi? Ça va être pour le moment, vous devez définir uniquement la partie lexicale. Qui dit partie lexicale, ça va être l'ensemble des expressions régulières des entités lexicales reconnues par le langage. Et du coup, comme entité lexicale reconnue par le langage, vous avez l'IDF, vous avez l'ensemble des mots-clés, vous avez l'ensemble des constantes. Donc, une rôle constante, vous devez prendre en considération la constante entière, vous devez prendre en considération la constante caractère, vous devez prendre en considération la constante réelle et la constante chaîne de caractère. Comme les IDF, les mots-clés, plus les séparateurs, et puis par la suite, les commentaires. Donc, les expressions régulières que vous allez définir. Pour les mots-clés, comme on l'avait fait en TP, il faut à chaque rencontre d'un mot-clé,
Donc, il faut prévoir une action à faire. Donc, pour le moment, l'action, ça va être juste l'affichage du mot-clé rencontré. هذا ما كان. Pareil pour les séparateurs. Il faut les séparer au niveau de la partie action. معناتها ما تكرييش لهنايا une entité lexicale que vous allez appeler mot-clé ou تروغروبيو لي كامل les mots-clés. D'accord? Chaque mot-clé va être défini dans une ligne à part dans la deuxième partie de votre document lexical. Puis par la suite, il faut faire attention. Les constantes et les IDF, ils vont être la dernière entité à spécifier au niveau de la deuxième partie. On doit commencer d'abord par les mots-clés et les séparateurs. On va les IDF ou les constantes. Parce que sinon, le programme après l'IDF, qui chauffe programme, il va rentrer dans l'expression régulière de l'IDF. Donc, il ne va pas la reconnaître comme étant un mot-clé. Donc, il faut commencer d'abord par l'ensemble des mots-clés, des IDF, comme ou les constantes et les séparateurs. Puis par la suite, l'erreur, le numéro de l'erreur de la liste, ça va être mentionné s'il ne s'agit pas d'un caractère que vous avez reconnu par vos expressions régulières que vous avez définies. Donc, jusqu'à maintenant, vous n'avez même pas la possibilité de tester que l'entier doit être compris, par exemple, entre la valeur moins 32 000 et plus 32 000. Parce qu'on n'a pas encore les fonctions qui vont nous permettre de faire ça. Donc, pour le moment, vous devez juste donner des expressions régulières, des entités lexicales reconnues par aide de langage. C'est tout. C'est bon? Oui. C'est ça le projet. Pour le moment, ça va être ça. Pour la partie syntaxique, on va voir comment peut-on définir la syntaxe de quelques instructions pour faire le projet. Donc, il faut juste comprendre quelles sont les entités lexicales qui forment votre langage. C'est tout. Pour pouvoir définir le fichier L. Madame, Oui. on fait ça d'un point de vue général ou là, est-ce qu'on aura un programme exemple à suivre? Sur l'autre jour, on a eu begin, ensuite on a eu une instruction bad end. Ça y est. Le programme, il doit commencer par identification division, il doit se terminer par stop len. Le programme ID, le nom de le programme, data division working storage section. On va le procedure division. Ça, le fait qu'on a un programme qui begin x égale 5 end. Est-ce qu'au niveau lexical, on a vérifié que je dois avoir un begin, on va une instruction x, on va un end. Mais non. Donc là, pareil. Donc, tu vas reconnaître à ce niveau-là le mot-clé identification division. C'est un mot-clé. Oui. Programme ID, c'est un mot-clé. معناتها لو كان نحط لك هكذايا في البروغرام ديالك نعطي لك هكذا. تقولي لي c'est correct lexicalement parce que chaque entité lexicale appartient à mon langage. لو كان نحطها لك هكذا. Madame, Pardon. تقولي لي c'est correct parce que chaque entité lexicale appartient à mon langage. L'ordre n'a pas d'importance. Oui. donc dans un point de vue syntaxique, quand on met programme ID, on met après un accept Là, au niveau récupérer le nom du programme. Au niveau lexical, tu n'as pas besoin de récupérer le nom de le programme. Même le cas Non, pas au niveau lexical, au niveau syntaxique. Au niveau syntaxique, واش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك le mot-clé IDF division, Oui. suivi par mot-clé programme ID, suivi par IDF. Ah, ok. Au niveau syntaxique. Ok. Au niveau syntaxique, je dois avoir ça en fait. Ça, au niveau lexical, mais يهمنيش. Oui. Voilà. C'est pour ça que nous بداو بلا partie lexicale. Parce que تبداو بلا partie lexicale, qui نديرو les règles syntaxiques,
vous pouvez faire la projection sur le projet. Par exemple, هنا فوق في البروجي قولوا لي راح نقول له راك رايح تبدا لي بان بيجين واند راح نقول له بلي راك رايح تبدا لي بهاد لي دو مو identification division suivi par programme ID ou stop run. وبعد à l'intérieur je vais avoir data division working section هاد le mot clé suivi par list IDF la partie déclaration suivi par procédure division liste d'instructions. Je développe le terminal qui s'appelle le nom terminal qui s'appelle liste IDF et je développe le nom terminal qui s'appelle liste instruction. Au lieu d'avoir le begin et le end directement. D'accord? Mais au niveau lexical, l'ordre des entités lexicales n'a pas d'importance. Est-ce que c'est clair? Même لو كان نحط له هكذا ستوب ران نحطها له في الديبي ومن بعد نبدا البروغرام تاعي يقول لي lexicalement c'est correct. Parce que chaque entité lexicale appartient à mon langage. Clair? Oui. D'accord? Donc ce qu'il faut faire jusqu'à maintenant, vous devez juste définir votre fichier L. Donc dans le fichier L, vous devez prendre en charge les entités lexicales en fait. IDF, les différents mots-clés, les différents séparateurs, les constantes, vous devez prendre en considération comme les constantes et les commentaires. C'est tout. Pour la partie, la taille d'un IDF ou la taille d'un entier, il y a des fonctions qui vont vous permettre de récupérer, de vérifier la valeur. De récupérer la valeur de l'IDF. La constante, elle dépasse 32 000. Je dois rajouter juste un test. On verra comment peut-on rajouter ce test-là. Mais pour le moment, il faut qu'il ait un programme. Est-ce que les entités lexicales du programme appartiennent à mon langage mini-langue ou pas? Pour le moment, c'est ça l'objectif. Claire? Oui, madame. Ok. Donc, pour le moment, c'est ce qu'il faut faire. C'est juste ça, c'est définir le fichier L, composé de l'ensemble des entités lexicales reconnues par le langage, où les actions, ça va être juste des affichages. Donc, les mots-clés, vous devez les définir dans la partie action comme étant des mots-clés séparés. Donc, par exemple, la division section, ça va être division section, par exemple. Stop run, ça va être stop run. Les mots-clés. Les deux dernières entités, ça va être les IDF et les constantes. Les 4 constantes. Si vous devez faire un peu plus d'efforts, vous récupérez le numéro de la colonne. Donc, à chaque entité lexicale reconnue, on va voir comment peut-on récupérer la taille taha. Et du coup, le nombre de colonnes, ça va être le nombre de colonnes plus la taille de l'entité lexicale reconnue. Donc, on est en train d'afficher juste le nombre de lignes. Donc, quand on afficher le nombre de la colonne, après chaque entité lexicale, je dois récupérer la taille taha. Parce que le numéro de la colonne, ça va être quoi? Ça va être le mot liqraytou, le 1 plus le mot, la taille le mot liqraytou. La valeur, elle doit être initialisée à chaque saut de ligne. Donc, si on veut afficher le nombre de lignes, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne de l'erreur. Mais bon, vous pouvez ne pas, pour le moment, vous pouvez ne pas rajouter le nombre de colonnes. Vous pouvez dire juste le nombre de la ligne, qui n'utilisez les fonctions prédéfinies de flex, pour mettre à jour le fichier. Mais pour le moment, j'insiste sur le fait de préciser les expressions régulières de chaque entité lexicale reconnue par le langage et l'action suite à une rencontre d'une entité lexicale reconnue qui va être juste un affichage. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Bon courage. Pour le moment, il n'y a pas de deadline pour récupérer le fichier L. Continuez à travailler, on verra pour le deadline.
Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. D'accord, merci, madame. Ok, au revoir. Merci, madame, au revoir. Salam, au revoir.